Vous imaginez votre maison comme un couloir qui permet de circuler le plus rapidement possible de la porte entrée à la porte garage? Non. Alors pourquoi est-ce que comme cela que nous avons pensé nos villes? Nous devons concevoir nos espaces publics pas comme un couloir, mais comme un lieu de séjour, un salon. Nous voulons vivre dans une ville accueillante. Bienvenue à Bruxelles, dans le podcast Living City, Ville Salon. Je m'appelle Elke van den Brand. Je suis ministre bruxelloise de la mobilité, travaux publics et de la sécurité routière. Et nous sommes confrontés à une urgence climatique. Et nous devons trouver un moyen à la fois de lutter contre la crise climatique et d'améliorer la justice sociale. Chaque jour, j'essaie de changer Bruxelles parce que je crois qu'améliorer nos choix de mobilité est un levier puissant pour une transition juste. Mais je suis qu'une seule personne. Une transition juste doit être créée par le plus grand nombre et non par quelques-uns. Et dans cette série de podcasts, je parlerai à de nombreuses personnes qui ont des idées, d'expériences, des exemples bruxellois ou étrangers de personnes et de citoyens qui inspirent nos villes et qui ouvrent la voie. Alors, asseyez-vous dans votre canapé, posez vos pieds sur la table basse et respirez. Aujourd'hui, dans le canapé, j'ai Vince Kanté, qui est quand même un star du radio. Wow. Oui, quand même un star. Dans ma vie, c'est un star, mais qui s'est transformé en militante radicale de l'écologie. Peut-être on peut parler tout à l'heure, mais qui a fondé Limites Média, qui parle des limites planétaires, quand même quelque chose important. Et même si ça pourrait donner l'idée que c'est très sérieux, c'est quelqu'un qui sait mettre de l'amour pour de l'amour. Et de l'humour, les deux, ouais. Pour alléger les choses. Alors, un tout grand merci d'être ici dans le podcast. Merci, Elke. C'est un honneur. Et je suis ravie de parler avec toi ici dans notre petit salon. Eh ben, écoute, de même, merci à toi. Le concept, ça s'appelle le salon, c'est ça, la ville salon. Ville salon. Ouais, bah, bienvenue dans mon salon, dans ma ville, voilà. Du coup. C'est parce qu'on veut créer un peu plus de Bruxelles, un salon. Bruxelles est devenu un couloir pour faire passer dans notre maison. Bruxelles, c'était un hangar même. Oui, un grand garage ou un couloir, en fait. Ouais, c'est ça. On ne sort pas à Bruxelles pour aller rencontrer des gens, alors que ça devrait être la première fonction de l'espace public. C'est j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je sors. C'est un endroit accueillant. Et c'est ça qui quand même frappe à Bruxelles, que c'est ce qu'on partage, notre ville, mais en fait, les lieux de vrai partage sont tous absorbés. Ça commence maintenant. Moi, je trouve que ça commence. Hein. Il se passe des choses. J'ai rechangé toute ma façon. Enfin, après, je veux pas brûler tes questions, mais j'ai changé toute ma. Ah, ok, ça va. J'ai changé toute ma façon de vivre moi dans ma ville pour plein de raisons. On va peut-être les aborder et aujourd'hui, en fait, moi, là où j'ai repris du plaisir, c'est d'aller dans un petit café au coin, d'aller dans un petit truc au coin. Et maintenant, je connais tout le monde dans mon quartier, quoi. Ouais. Et je connais les gens en face, je connais mes voisins d'à côté. Parce que comme je suis aussi dans un principe d'arrêter d'acheter plein de choses, j'ai envie de partager des choses. Donc, quand on a besoin d'un sécateur, je demande aux voisins, t'as pas un sécateur? J'ai besoin d'un mètre, t'as pas un mètre? Et puis, je le ramène, et puis eux, ils viennent sonner, t'as pas en fait, des clichés, t'as pas du sel, t'as pas du pain, il y a pas de honte, tu vois, t'as pas du papier toilette. Et je suis trop content parce que je m'étais dit, quand je vais déménager, je voudrais une ville où j'ai tout à proximité, où je peux tout faire à pied et où je connais mes voisins. Parce qu'en cas de coup dur, tu vois, alors je voudrais pas qu'on se ramasse une inondation comme Liège et la Wallonie s'en est ramassé en 2021, mais au cas où qu'il se passe quelque chose dans le quartier, tu vois, un intempérie colossal, un événement intense, ou qu'on est tous... Il manque de papier toilette. Exactement, parce que on sait pendant le Covid que c'était la première chose à laquelle on pensait, c'est le papier toilette, ben qu'on puisse compter les uns sur les autres. Et c'est cool, hein, on fait ça bien. Et puis il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres, et là où je suis ici, là, il y a un quartier d'Oderghem, c'est très cool quand même. Et c'est quoi qui fait la différence? Pourquoi c'est facile un quartier et pas d'un autre? Je crois que c'est facile parce que ici, je suis dans un quartier où majoritairement les gens sont à la retraite. Ils ont du temps. Je sais qu'ils sont à la maison. Alors que là où j'étais, c'est des personnes qui sont très pressées, ils n'ont pas le temps, c'est chrono en main, il faut déposer les enfants à tel endroit, il faut déposer les enfants à l'école, puis il faut aller travailler. Et tu sens c'est un quartier jeune où j'étais, hein, tu vois, mais un quartier jeunes parents, et tout de suite, 1000 informations, 1000 choses à faire, et c'était plus compliqué. Ici, il y en a aussi, mais ils sont plus nombreux à vivre au sein de maisons, c'est une famille où il y a plus de personnes, il y a plus de télétravail aussi. Je trouve qu'il y a plus cette culture du télétravail. Alors est-ce que c'est parce que dans le quartier il y a plus de gens de secteur tertiaire? J'en sais rien. Peut-être que de l'autre côté c'était plus des ouvriers, peut-être c'était plus des gens qui étaient tributaires d'un travail qui était super loin. Ici on sent que c'est des gens qui ont atteint une sorte
connaissance d'eux-mêmes, qui ont accepté de faire certains sacrifices éventuellement, ou en tout cas qui ont mieux agencé leur temps. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens en étant venu ici, quoi. Et pour faire connaître ses voisins, tu parlais du café au coin, il y a assez des endroits où on peut faire connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits de passage où tu passes, tu prends ton truc et tu te barres. Et ça, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on a, voilà, tu ouvres un restaurant, tu traites avec l'AFSCA, tu as géré avec l'AFSCA, c'est bon, c'est ton restaurant. Tu ouvres ton, je sais pas, moi tu vends des cheminées, bah tu vends des cheminées, tu passes parce que quelqu'un a besoin d'une cheminée, point barre. Moi je trouve que là où je vais souvent, c'est à côté d'ici, c'est un café-restaurant qui s'appelle Chez Julias. Et pourquoi j'y suis? Parce que c'est aussi un antiquaire. Ok, un café antiquaire. Un café antiquaire. Tu prends ton café, tu t'installes, c'est un lieu de passage, tu prends vite ton truc, tu manges, tu bois si tu veux, tu y vas. Mais comme c'est antiquaire, bah, tu regardes tout le temps qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ou devrais-je dire comme ancienneté. Et alors, ça j'aime bien. Par exemple, moi, ma chérie, bah, il y a des choses ici qui viennent de cet antiquaire-là, notamment les chaises sur lesquelles tu es installé, voilà. Figure-toi. Des gens s'installaient, buvaient leur café. Et puis ils achètent les chaises. Et ben moi, je prenais tout le temps mon café, j'ai vu ces chaises arriver, je dis écoute, tu me les gardes, je les aime bien. Il me dit ah, ça tombe bien parce qu'il y a 2 personnes qui me les ont demandé, mais comme toi t'es mon pote, parce que je vais souvent, je te les garde bien. Et voilà, c'est ça que j'aime bien. Mal, c'est vrai. Ouais, ils sont cool. Et tu vois, c'est ça que j'ai trouvé original. C'est un endroit de passage où des jeunes qui vont à l'école prennent leur sandwich, des gens qui vont travailler, ils prennent leur café, etc. Ils partent ou à l'heure du midi ils viennent manger un truc. Mais en même temps, tu prends le temps, tu regardes qu'est-ce qu'il y a et tu découvres d'autres passionnés, d'autres gens qui sont curieux. Ah tiens, et ça c'est ça qui est génial. Et alors forcément, bah, j'ai fait connaissance avec les gens qui tiennent l'établissement. Et voilà, et c'est devenu des amis. Comme plus loin, il y a aussi un endroit où ils réparent des vélos, où mon fils a été acheter son vélo, son premier vélo qu'il a acheté en cassant sa tirelire aussi. Bah, dès qu'il y a un truc à régler, moi mon vélo il était foutu depuis le quartier où j'habitais avant, Anderlecht et tout, et j'avais rien pour le réparer à l'endroit où j'étais. Alors il y a des endroits où on peut réparer les vélos à Anderlecht, mais j'avais rien à proximité. Ben là le truc il est à 2 pas, et ben boum, et ça y est, c'est bon, on se connaît quoi. Dès qu'on a besoin d'un truc, quelqu'un a pété quelque chose, je dis ouais viens on va passer là-bas. Et moi c'est ça que j'aime bien, c'est aller dans les endroits où on se connaît, on fait connaissance et on garde connaissance, on garde contact. Mais quand même tu es déménagé de Anderlecht à Oudergem, c'est pas à côté, alors je peux m'imaginer que tu connaissais personne ou pas grand-chose à Oudergem, quand même faire ce choix de déménager et de quitter son quartier pour aller à un autre quartier. Ah putain, c'est mon lieu de naissance en plus, j'ai jamais de ma vie quitté Anderlecht. Oh là là. Et la bonne et simple raison pour laquelle j'ai jamais quitté Anderlecht, c'est parce que j'y avais jamais quitté Anderlecht. Je crois que quand tu vis quelque part, quand tu nais quelque part et quand tu y habites, t'as pris une habitude et ça devient inconcevable, tu vois, de te dire je change de commune, je vais ailleurs, et peut-être la force des choses. C'est ta maison. Oui, c'est ta maison, tu connais ton endroit, tu connais ton quartier forcément, mais tu as un lien, d'enfance, t'as une mélancolie, t'as une nostalgie, et aussi bien tu peux avoir de la solastalgie, tu vois des chantiers qui abattent des arbres de ton ancienne école par exemple, ouais, véridique, hein. Donc tu t'es témoin de ça, tu dis t'as un peu mal au cœur, mais entre temps, bon voilà, t'as toujours vécu là. Et je crois qu'il faut faire le pas à un moment donné. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le pas, c'est parce que ma chérie a toujours été à Oudergem. Ah, tu as suivi l'amour. J'ai suivi l'amour. Et elle avait ce besoin parce que sa famille tout le monde était à Oudergem. Et qu'on avait mis notre enfant à une école à Oudergem ici, parce que c'est une école de cirque et qu'il aime bien ça. Et donc... c'était compliqué d'Anderlecht Oudergem tous les jours en métro. C'est une distance. Bon, on y arrivait, c'était pas un souci, mais ça m'a appris justement, c'est ça que ça m'a appris. C'est j'habite à Anderlecht, mon petit est à l'école à Oudergem, je prends des bureaux à Oudergem. Et donc ça commence comme ça. Ouais. Parce que ça sert à rien de rentrer, de revenir. Je prends des bureaux à Oudergem et hop, et tout commence à se passer dans le quartier. Et à un moment donné, on se dit, écoute, j'aime bien Oudergem, il y a un côté, il y a ta famille, on est à proximité avec tout le monde. Ouais, tu sais quoi, vas-y, viens, effectivement. Il y a plus d'espace aussi, hein, ça n'a rien à voir. Il y a plus d'espace et tout est plus facilement. Moi, j'avais déjà fait une transition vers le vélo. Ouais. J'avais lâché ma caisse. Et je me sentais mieux en vélo et en trottinette dans Oudergem qu'à Anderlecht où je pouvais être. Le quartier où j'étais, rien n'était aménagé. Il y avait des trous comme ça. Quand j'étais en trottinette, plein de fois, je me suis pété parce qu'il y avait, voilà. Oudergem, tu sentais qu'il y avait quand même plus
de respect vis-à-vis des cyclistes. Et à ce moment-là, je me sentais super bien. Et on a trouvé un quartier, ici, où tu es, où on a tout à proximité. Et aussi, comme j'avais fait un shift autour des questions planétaires, climatiques et écologiques et tout, j'avais lu un excellent livre de Philippe Biwix, donc qui doit être là quelque part, dont j'ai oublié le nom. On va le mettre dans le... On va le faire. J'ai oublié quel livre c'est. C'était avant la sortie du livre, c'était un abstract qu'il avait fait et qui m'avait marqué, c'est La ville à 15 minutes. Ouais. Et donc je m'étais dit, ok, tu sais quoi, on va vraiment expérimenter la ville à 15 minutes. Il fallait que pour mon sport, pour mon boulot, pour mes courses, pour mon coiffeur, pour l'école de mon fils, pour le sport de mon fils, j'ai tout qui soit un maximum de service à 15 minutes. Et on a réussi. Il a son club de foot ici à Oderghem derrière, club officiel. Il a son école à côté. On va aller faire de l'escalade quand il aura l'âge un peu plus haut. Donc, l'ancienne église. Non, je crois pas que ce soit là. C'est à la station de Mai, station de métro de Mai. Mais je vois de quoi tu parles pour l'ancienne église. Il y a ma chérie a son studio de musique ici. On a trouvé aussi un endroit où on pouvait mettre le studio de musique, mettre un petit peu moi mon studio de travail aussi. Il y a plein de choses comme ça. Où est-ce qu'on va faire nos courses? Un endroit attitré. Il y a le Barn et le Vrac. C'est attitré. Mon coiffeur, c'est des super gars, des Grecs qui se sont installés au coin. Je les adore. Alors, j'ai pas été chez le barbier, mais c'est à côté de l'école de mon fils. Donc, je le dépose, boum, toutes les 2 semaines, on va remettre le truc en ordre. Ma banque, c'est une banque locale, c'est Argenta, et c'est qui se trouve un peu plus haut sur la chaussée de Wavre, donc à quelques minutes d'ici. Et c'était fait exprès. Ok, je change de banque, on revoit tout, et je fais tout avec mes pieds. En fait, et même à Bruxelles, l'ambition de faire une ville à 10 minutes. Alors, la ville à 15 minutes, c'est un concept qui vient du Paris. C'est un concept théorique, mais Paris est le premier ville à le mettre vraiment en œuvre à grande échelle. Et ça veut dire qu'on va aussi organiser la ville d'une telle manière. Parce qu'ici, tu peux le faire, mais il faut en fait faire en sorte que tout le monde a cette option et que ça soit facile, qu'il y a des écoles partout. Où il y a des espaces sur les écoles, il y a des places libres, où il y a des crèches, des soins de santé, l'ORECA, qui a la culture, maison médicale et mon dentiste, ils sont à côté. Oui, c'est tout ça. Et tout à une distance de 10 minutes, on dit à Bruxelles, bon, je veux discuter, c'est 10 ou 15 minutes, mais c'est vraiment une philosophie de comment organiser nos villes pour faire en sorte que les gens n'ont plus besoin de se déplacer d'un côté de la ville dans l'autre, et que voilà, ça n'évite pas, il ne faut pas que les gens ne sortent plus de leur quartier, mais comme ça que tout est là. Non, mais je vais toujours faire un bowling au centre. Ouais. Je vais toujours, à un moment donné, je vais à Jette, il se passe toujours quelque chose. Mais globalement, pour les choses essentielles, tout est là. Et pas besoin d'aller plus loin. Et si j'ai envie d'un petit kiff au marché avec ma chérie, on sait qu'il y a des Jamaïcains qui s'installent au marché de Wiener un peu plus haut. Bon, on prend le tram 8, on sort à Wiener. On marche un petit peu dans le marché, on fait nos petites courses et on mange tous les dimanches. On mange jamais, pas tous les dimanches, mais on mange un petit plat jamaïcain très sympa, de gens qui ont fait leur échoppe. Et en fait, c'est cool parce que, je vais être très honnête avec toi, avant j'étais en mode, c'est normal de faire mon crossfit. Je vivais à As et à Anderlecht. J'ai toujours vécu à Anderlecht, j'ai toujours eu mon établissement, mais parfois je vivais un peu à As chez ma chérie. Et j'avais mon crossfit à Uccle. Donc je devais prendre ma voiture. C'est pas efficace. Ah non. Il y a des crossfit à Anderlecht. Vraiment. Et donc je prenais ma voiture pour prendre l'autoroute, faire je sais pas combien de temps d'autoroute. Pour s'énerver à l'embouteillage. Mais complètement. Et après je travaillais où? Près de Place Mézère. Et alors boum, il fallait tout traverser, aller jusqu'à Chaussée de Louvain. Et en fait, mais c'était cool, la voiture me permettait de le faire. Mais j'avais un bilan de stress, un facteur stress qui augmentait. Et un facteur argent aussi. Ça coûtait cher, de se déplacer, de maintenir cette vision de la vie. Et donc, forcément, tant que le salaire suit, c'est génial. Si le salaire suit moins, tu sens la contrainte et aucun être humain n'aime subir la contrainte. Quand il sent la contrainte pour des raisons économiques, il a l'impression d'être déclassé, il a l'impression d'être désocialisé et ça fait mal, quoi. Et il a fallu lutter contre ça aussi, trouver des alternatives de bonheur. Et puis moi, j'ai mon bonheur, c'est le rouge cloître, hein, la forêt de Soigne, c'est mon kiff. C'est magnifique. Ouais. C'est mon kiff, j'ai mon vélo. J'avais plus fait de vélo depuis un moment et voilà. Et qu'est-ce qui était premier? Tu dis ce sentiment d'être poussé, l'élément de financière. Ou tu dis, parce que certainement tu as vraiment dit maintenant je deviens radical écologiste, quel était le premier? Le premier, c'est quand même la volonté écologique qui dépasse mes ambitions personnelles ou qui dépasse vraiment
ma volonté de me faire du bien à moi-même premièrement et à ma famille. Parce que ça fait partie, c'est venu avec, mais moi je pense que l'élément déclencheur, j'ai été pris de peur et pris de panique quand j'ai commencé à lire la littérature scientifique autour des limites planétaires, changement climatique, biodiversité, j'ai été pris de panique pour mes enfants. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai compris que comment je fonctionnais dans ma vie de tous les jours, c'est que j'étais absolument en train de contribuer à ce changement climatique, à cette empreinte écologique qui littéralement compromettait les chances d'un mode de vie durable et correct pour mes enfants. Donc d'une certaine façon, je contribuais à ce qu'ils en subissent les conséquences. Et en plus de ça, ma façon de vivre et là où j'étais ne permettait pas une adaptation non plus à des contraintes physiques ou à des contraintes dues au changement climatique ou l'effondrement de biodiversité. Donc de deux façons en fait, je prisonnais l'avenir de mes enfants. Enfin, vraiment, je le mettais en péril. Et ça a été la première volonté en me disant, bon ben, on va shifter, on va changer, on va tout faire, en tout cas, pour que plus tard mes enfants se disent, ok, on sait que tu t'es battu contre un système qui était contre nous, qui n'a pas fait gaffe à nous, à notre avenir, quoi. Et donc, premièrement, c'était une raison égoïste, c'est pour moi aussi, pour la culpabilité que j'ai vis-à-vis de mes enfants, mais aussi pour mes enfants. Et après seulement, ça a été le modèle efficace, tiens, ça c'est facile, ok, on va trouver des alternatives. Après, c'est venu. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'on se ramasse cette claque, cette réalité, cette vérité, parce qu'il s'agit vraiment d'une vérité, il ne s'agit plus d'opinion là. Quand on se la ramasse dans la gueule et qu'elle va à l'encontre de mon égocentrisme, de ma vision du monde, de comment je concevais les choses, quand tu te ramasses ça dans la gueule, t'es secoué, littéralement, et après, ben, tu décides finalement de te mettre à l'œuvre, mais tu ressens la contrainte, parce que oui, je prends l'avion pour aller faire le tour du monde en tant que DJ, oui, je prends ma voiture pour aller mixer là-bas, puis aller là-bas, j'utilise un mode de transport très polluant, oui, je mange de la viande, on veut tout en voilà, je m'en fous, je calcule pas ça. Fait que naturellement, quand on comprend les limites planétaires, naturellement on se dit ok, je dois arrêter tout ça, ou le réduire en tout cas, le réduire drastiquement. Et quand tu le réduis, ben, quand tu as eu l'habitude à la profusion, à l'abondance, et que tu t'es habitué à ça, on perd de la valeur, eh ben c'est dur. Ouais. Tu dois lutter contre des parties de ton cerveau qui disent envoie-moi de la dopamine, Vince, envoie-moi qu'est-ce qui se passe là, t'avais plein de petits plaisirs avant, c'est terminé là, il se passe quoi? Eh ben il faut retrouver à ce moment-là du plaisir et du bonheur dans autre chose. Et c'est au moment où on passe par ce délirium tremens, si tu vois ce que je veux dire. Combien de temps? Ah, ça dépend. Moi, je crois que ça. C'est déjà fini ou pas? Oui. Ouais. Oui. T'es heureux? J'ai jamais été aussi heureux, jamais été aussi bien. Je me suis jamais senti aussi libre. Que depuis que je ne roule plus en voiture, que depuis que j'ai réduit mes consommations, que depuis que j'ai l'impression d'avoir plus la maîtrise sur mes pulsions, tu sais. En fait, j'ai l'impression qu'on était juste... Je nageais dans un système qui fait en sorte d'activer plein de pulsions d'envie non-stop, quoi. Et tiens, je vais t'habituer à ce confort-là, et puis maintenant que tu es habitué à ce confort-là, eh ben, tu veux avoir plus de confort et encore plus. Et tout ça, c'est énergivore. On est drogué. Et tout. Oui, on est littéralement drogué. Et ben là, maintenant, j'ai l'impression ça, je me sens bien, quoi. Par exemple, aujourd'hui, là, je t'ai dit hors antenne que mon fils, il s'entraîne à Outdoor Game, mais aussi à Anderlecht au football. Ouais. Je suis à l'opposé, complètement. 1 heure aller, 1 heure retour. Ben, je kiffe, j'adore. J'adore parce que je sais pourquoi je le fais. Déjà, d'un point de vue planétaire, je le sais pourquoi. Je le sais parce que je peux reprendre le temps. Et je suis là et je travaille sur mon téléphone. Je prends le temps d'écouter, de regarder un film, ce que je peux pas faire en voiture. Et je me laisse conduire, quoi. Mais le luxe, je me rends compte, en fait, aujourd'hui, je me rends compte du luxe qu'il y a un gars qui est mon chauffeur, qui m'amène d'un point A à un point B, où je peux m'arrêter où je veux, et que je sors et que je suis de l'autre côté de Bruxelles et que j'ai rien fait. J'ai pas appuyé sur une pédale, j'ai pas dû être attentif à quelqu'un qui traverse à l'autre voiture, à gauche, à droite, être là comme ça, être arrêté au feu rouge, et puis redémarrer, puis être arrêté, je dois faire gaffe, etc. Et là, en fait, et parfois maintenant, aujourd'hui, quand je prends le train, quand je prends le métro, le tram, ou même le bus, je me dis, mais quel bol, quoi. Quel bol. Mais c'est du luxe, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que des pays qui ont des transports en commun, en fait, c'est des pays riches et des pays qui ont du luxe.
Parce que ça m'a ramené à comment je prenais mes transports en commun au Sénégal. Les cars rapides, là, qui sont en train de casser dans tous les sens, avec où on est accroché. Et que moi, je me rappelle que j'étais accroché à l'arrière comme ça. Et que mon père, pour lui, c'était normal. Et je dis, mais papa, regarde, il y a littéralement l'échelle qui a deux toits de se casser, quoi. Et qui se passe plein de fois, il se passe des choses aussi pas cool. Non, je me dis vraiment, on a un bol fou. C'est magique, en fait. Et vraiment, je l'avais oublié. Je dis toujours, j'ai pas de chauffeur personnel, comme beaucoup de ministres, mais je dis, mais moi, j'ai 7000 chauffeurs à la STIP. Hein, mais c'est ça, en fait. On est gâtés, là. Hein. Mais c'est ça. Et tu sais quoi, quand j'ai repris conscience de ça, mais comme j'ai repris la conscience de quand je mords dans un burger, j'en mange moins, mais quand je mords dedans, limite, je suis en train de remercier Dieu, je remercie les agriculteurs, je remercie la vache, tellement comme j'ai réduit, je reprends conscience de ce que ça représente. Alors que quand tu es dans l'abondance, tu oublies littéralement ce qu'il y a derrière. Le truc est là, il est accessible, il est facile à avoir. Et à partir de ce moment-là, tu en perds toute notion de réalité, de ce que ça représente. Et ben c'est pareil pour les chauffeurs. Il n'y a pas une seule fois où je prends pas un bus et que je remercie pas le chauffeur. Quand je rentre dans le bus, je passe par devant, je dis bonjour monsieur. Parce que le mec, je sais qu'il est en train c'est lui qui se ramasse mon stress. Ils sont confrontés aussi avec l'agression, les mécontentements. Ouais. Alors, j'en suis sûr que ça leur fait du bonheur. Mais parce que rouler dans BX, c'est toujours compliqué, en fait. Moi, si déjà, je supporte plus rouler en voiture. Mais lui, c'est lui qui prend mon stress. Ouais. Et j'avais mon ancien beau-père qui a travaillé, je crois ça. On lui paye pour ça. Oui, non, bien sûr. Et bien, même, bien, heureusement. C'est pas si mal. Ah, moi j'en connaissais un, il était à 4000 par mois, ancienneté et tout, c'est mignon. On cherche encore des chauffeurs de bus, alors j'en profite pour faire la pub. Si vous voulez devenir chauffeur de bus à la STIP, il y a des vacatures, voilà. Ok, c'est bon à savoir au cas où qu'un jour, je vais pas passer mon permis C, juste. Ouais. Mais ça, on peut, même si on signe un contrat, on te donne le cours. C'est vous qui payez pour le... C'est pas moi personnellement, c'est le contribuable. Ouais. Mais la STIP, s'il y a quelqu'un qui veut devenir chauffeur de bus, on n'a pas son permis pour aller avec un bus, on l'apprenne dans son contrat, alors tout est prévu, alors il faut juste avoir envie de le faire, vous inscrivez et voilà. Wow. Bon à savoir. Et si le bus n'est pas là, il y a le tram ou le métro, on peut encore choisir quel mode. Je vois. C'est cool ça, je savais pas du tout. C'est intéressant. Mais tu vois. Mais bon, on est parti un peu. Non, pas de souci, mais c'est pour dire voilà, merci quoi, merci et ça fait du bien. Et cool. tu dis souvent, là, j'ai dit au début, tu te présentais comme militante radicale. Le mot radical est explicite dedans, le mot militante aussi. Quand je t'entends. Ah, c'est le chat. C'est le chat, voilà. Elle est là. Ouais, c'est pas toi, Eden. Je pensais que c'était mon fils, non, c'est le chat. Ouais. Le mot radical. Alors, c'est le mot radical. Alors, le status quo dont on parle, en fait, là aussi radical, si je t'entends parler sur comment que la société est en chasse tout le temps, c'est aussi une manière d'une radicalité du status quo. Mais pourquoi le mot radical est important pour toi? Et le mot militante aussi? Il est important parce qu'il faut se réapproprier les mots. Le mot a été terrorisé, si tu vois ce que je veux dire. Je fais un petit jeu de mots par là en disant qu'aujourd'hui, quand on parle de radical, on pense à terroriste radical, islamiste radical, quelque chose qui veut nuire à la démocratie, etc. Mais c'est de rappeler, en fait, tu sais, quand tu braques les mots, après, quand tu veux défendre une idée politique d'habitabilité de la planète Terre et donc de survie des prochaines générations, trop tard, le mot a été, il a été aspiré. C'est comme aujourd'hui en France, on parle d'éco-terroristes pour des gens qui essayent simplement de préserver ce qui est encore sauvable. Radical, c'est pour moi prendre les choses à la racine. Donc ça vient de racine, hein, radical. Et effectivement, si tu contemples un arbre sans prendre en compte toutes ses racines, tu n'as pas compris l'arbre, comment il fonctionne, en sachant que le réseau de racines est bien plus grand, bien plus vaste que l'arbre qu'on voit exactement, et que grâce à toutes ces racines, lorsqu'il y a une voiture qui roule à du 200 à l'heure sur l'arbre il reste là et la voiture ne reste pas là. Ouais. Parce que les racines ont permis de s'ancrer complètement. Et donc je pense qu'il faut prendre les problèmes, quels qu'ils soient, au niveau de la racine. Et c'est pour ça que je dis que je suis un militant radical, parce que pour moi, on ne peut pas. On vient de sortir d'un autre podcast où tu as dit que voilà, sans justice sociale, c'est du jardinage. Effectivement, si on ne prend pas les limites planétaires, l'écologie, le social par ses fondements systémiques, ces fondations, cette base même, en fait, tout ce qu'on fera, c'est de la croissance verte, et ce sera de l'efficacité énergétique, et ce sera du greenwashing, et qu'on fera pire, en quelque sorte, parce qu'on n'aura pas pris le problème
à la mesure qu'ils représentent, que ce soit dans l'agriculture aujourd'hui, c'est un gros vaste débat, que ce soit dans les minerais aussi, les matières premières pour tout ce qui est électrification de nos usages, c'est regarder les choses vraiment dans leur fondement même. Et c'est ça que je fais moi personnellement, en tout cas sur Limite. Et oui, j'estime qu'aujourd'hui, je suis dans une posture où je ne veux pas voir l'ensemble qui convient à la personne immédiatement, mais j'essaie de voir l'ensemble qui va convenir à un maximum de monde, où tout le monde vit des choses très différentes, mais on est tous tributaires de faire quelque chose qui est extérieur à notre volonté personnelle, à notre ville, à notre pays, à notre continent. On dépend de choses qui sont bien plus lointaines, où il se passe d'autres choses. Et ben, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas aussi, pour pouvoir tirer des conclusions chez nous. C'est une vision systémique, pour moi, la radicalité. Et c'est facile de faire adhérer les gens à ce système, cette radicalité? Non, c'est très dur. C'est plus que dur. En fait, ça demande de sortir de ta posture. C'est difficile de faire ça. On fonctionne tous et on imagine tous le monde en fonction de notre vécu, notre environnement, ce que nos sens nous transmettent au quotidien. Moi, mon quotidien, ben voilà, c'est une ville à 10-15 minutes. Il n'y a pas de problème, j'ai pas faim. Je n'ai pas faim, je mange à ma faim. Donc je suis dans une vision du monde basée où mes croyances se créent autour de la nécessité, de ma nécessité immédiate, ainsi que pour protéger ma famille, pour qu'avec ma famille on s'amuse, etc. Donc ma vision du monde, elle est inexacte. Et bien forcément, j'aime bien sortir de ma posture à lire le travail des scientifiques, lire le travail des sociologues, parce que eux nous permettent d'avoir quelque chose qui sort de notre condition. Ben c'est ça qui est difficile pour monsieur et madame tout le monde, je pense. Certains peuvent y arriver, d'autres c'est plus complexe, parce que lorsque tu as la pression de tes enfants parce qu'il faut faire leurs devoirs, parce qu'ils sont blindés de devoirs à l'école, parce qu'ils doivent aller à leur sport, parce que tu as la pression des factures, que tu te demandes comment est-ce que tu vas payer ton électricité fin du mois, comment est-ce que tu vas payer l'assurance de ta voiture, ah tiens, on a une infiltration d'eau, l'assurance ne veut pas prendre, je vais devoir payer 700 balles de ma poche, comment je vais faire? Quand tu es engouffré dans la pression du système comme elle est aujourd'hui, ben, reculer, prendre du recul de ta position pour voir l'ensemble des choses qui nous amènent en fait à être oppressés au quotidien, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une vision du monde qui, à mon avis, soit elle est facile pour des personnes qui sont peut-être, je sais pas, qui sont TDAH ou qui sont des autistes, façon de parler, parce que ils voient les choses naturellement et instinctivement en dehors de leur prisme conventionnel. Mais c'est compliqué. C'est pas avec monsieur et madame tout le monde qu'on va faire comprendre les choses systémiques. Non, c'est pas possible. Tu vas aller voir 2 minutes, tu vas écouter une conférence, tu vas regarder un film qui va te raconter tout ça, tu vas, je comprends le film, tu te retournes dans ton quotidien et tu reprends les mécanismes, schémas mentaux de ton quotidien. Eh ben, c'est par le quotidien, donc il faut agir. Et c'est là pour moi où c'est le plus fort. Moi, j'ai fait le pari, en tout cas, d'essayer d'amener une vision systémique des choses à des gens qui, je sais, vont replonger dans leur quotidien. Mais au moins, eh ben, une fois, ils verront une vidéo et ça va les amener à réfléchir en se disant « Oh, attends, ah ouais, c'est plus compliqué que je pensais. Ah, la voiture électrique, c'est bien, c'est pas bien, mais finalement, c'est bien. Mais c'est plus compliqué que ça n'a pas... Ah, ok, mais c'est intéressant, ça. Et moi, j'essaye toujours de que ce soit le plus complet possible, ce qui est quasiment impossible, mais en tout cas, le plus science-based possible, qui permet ensuite aux gens de pouvoir faire des choix, mais où ils savent que là, ouais, bon, là, ok, je sais pas, moi, t'as acheté ton bœuf bio, mais qui vient de Brésil, t'as compris que ça colle pas, quoi. C'est un peu ça que j'essaie de faire. Et tu habitais à Anderlecht, tu habitais à Asse, maintenant à Oudergem. Tu disais tout à l'heure, ah oui, c'est plus difficile quand dans ton quotidien, tu dois payer tes factures, tu es stressé, tu as cette pression de survie même pour pas mal de gens à Bruxelles. Ça limite la marge qui est là pour parler de changement systématique et de ça. Bah oui, ouais, ça te limite parce que ça, de nouveau, je vais vous dans une posture compliquée chez Groen et chez Écolo. Parce que vous avez compris la problématique systémique, vous le faites dans des politiques archaïques, donc des systèmes politiques qui sont très anciens, qui répondent fondamentalement à des besoins qui sont tous les 5 ans. Enfin, vous essayez de faire des politiques d'avenir qui vont pas pouvoir être démantelées par des nouvelles législatures, mais
tous les 5 ans en fonction des éphémérides, en fonction de comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui se passe. C'est difficile de faire vous devez faire des politiques de long terme dans un système qui demande du court-termisme. Ouais. On a besoin de tout de suite. Le métro, on le veut tout de suite. Ça, on le veut tout de suite. Et donc, c'est compliqué parce que pendant qu'on est des animaux sociaux, on a besoin de comprendre les choses, mais on les comprend beaucoup à travers nos sens. Et l'essence, c'est quoi? Pas l'essence, mais le sens, c'est quoi? C'est, je vais au Carrefour, je vois qu'il n'y a plus, mon rayon est vide. Je suis fâché parce que mon rayon est vide, parce que là, c'est immédiat. Oui, mais peut-être que ton rayon est vide parce que il y a des paquebots qui se sont coincés au milieu d'un truc à cause d'un problème humain dû à l'anthropocène, ou peut-être qu'il y a eu un événement climatique intense qui a fait qu'il y a des zones en fait où la mangue on n'a pas pu l'exporter, et donc du coup le taux de mangue qui se retrouve dans les magasins a diminué, ou en tout cas le prix a augmenté, donc ça veut dire qu'il y a seulement quelques personnes qui peuvent se l'acheter, mais toi tu peux plus. Et là t'es là, tu t'as râlé parce que t'as pas ce que tu veux. Tu râles parce que voilà, moi je t'ai dit, je vais à côté ici chez le café antiquaire, et je lui dis tiens, c'est quoi la réaction des gens quand tu dis que tu n'as plus ça? Ouais. Et il me dit, ils râlent tous, quoi. Ils sont tous en train de râler. Ok, leur sens. Ils avaient envie d'un truc maintenant, ils avaient faim, ils voulaient absolument leur cappuccino, ils voulaient absolument leur sandwich jambon fromage, américain, tout ce que tu veux. Il n'y a pas. On sent la contrainte, on n'aime pas. Votre politique, à vous, c'est faire ressentir la contrainte. Et de nouveau, il faut que ça existe, en fait, hein, parce que si on le fait pas, on va droit dans le mur. Mais le problème qu'il y a, c'est faire sentir la contrainte. C'est parce qu'on est des animaux, on a besoin d'avoir cette réponse-là maintenant, on a besoin de ressentir maintenant, d'avoir une réponse immédiate. Et à la fois, je me dis que s'il y a quelque chose qui disparaît, qu'on sait que ça c'est fini, voilà, la voiture, elle est vouée à s'effondrer, c'est inscrit dans nos limites physiques. C'est essayer de se dire, ok les gars, on va tout miser, on va investir comme des dingues, pour que n'importe quelle personne qui désire avoir son vélo cargo puisse l'avoir, sans que le libre marché reprenne le contrôle de ce business-là et se dise si les gens avant mettaient 20 000 euros pour une voiture, si on leur vendait le vélo cargo à 10-15 000 euros, ça va passer, ce sera moins cher, un peu moins cher que la. Non, c'est de faire en sorte que le vélo cargo, on puisse le garder, pas avoir des Lamborghini vélo cargo façon de parler, et qu'on soit dans des modèles d'utilité, mais pas des modèles de regarder. Pas qu'on reproduise le même schéma. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, on reproduise un même schéma et qu'on soit tous au feu rouge, et au lieu de regarder le gars qui était dans sa Citroën, qui regarde le gars dans sa BMW, c'est qu'aujourd'hui, c'est le mec qui est sur son vélo cargo vite fait, qui regarde celui qui est dans son vélo cargo Lamborghini, si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'on casse ça, en fait. Et donc, le problème, c'est essayer de jauger entre réponse court terme immédiate et réponse long terme. Et ça demande un changement culturel. Oui, ça se passe déjà assez. C'est en cours. Ouais. C'est en cours. C'est assez radical, c'est-à-dire ça touche assez aux racines, ou on est encore trop sur les feuilles de l'arbre? Non, c'est du maquillage. C'est encore beaucoup du maquillage. Et puis, je vais dans les écoles à difficulté, pour ma part, beaucoup pour enseigner, former sur les enjeux planétaires, climatiques et tout. Et pourquoi je demande ça? Parce que c'est un rappel d'où je viens. Et la seule volonté, c'est de devoir se faire un maximum de thunes, et de cette thune-là, montrer qu'on la possède, cette thune. Et c'est ça le problème. Donc non, c'est encore trop lent. Et parfois aussi dans cette idée de... C'est complexe, hein, mais... Parfois, tu sais, ici on est dans un quartier que j'appelle Bobo, où des gens font gaffe à l'écologie. Je en vois plein avec les vélos cargo et tout, notamment dans l'école de mon fils. Ah ouais, j'ai vu ta chaîne YouTube sur l'écologie. Ah, nous on a à fond écolo, on trie à la maison. On va faire des travaux d'isolation et tout. Et après, je me renseigne un peu. Ils sont partis à 4 à Cancun, tu vois. Ouais. Et ils sont partis aux Seychelles. Et à ce moment-là, tu fais, ah ouais, il y a un réflexe humain naturel. C'est de trouver des raisons, je sais pas comment je peux expliquer, c'est qu'on trouve naturellement des raisons à ce qu'on fait. Et donc des personnes disent ouais, je suis à fond dans l'écologie, mais sur le côté en fait non, ils ont un bilan pire. De toute façon aujourd'hui c'est démontré que les plus riches consomment le plus. Voilà, ils ont beau trier, ils ont beau rouler en vélo, les plus riches malheureusement, désolé pour eux, c'est les plus gros consommateurs. Ouais. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de casser ces croyances là.
Et voilà, c'est une critique à la politique. Si tu étais dans ma poste et tu étais politicien, tu faisais quoi? Ah, alors si j'étais à ta place, attends, à ta place même, mobilité alors? Ou politique? Tu peux répondre comme tu veux. Commençons en général et puis mobilité, ça m'intéresserait les deux. Moi en général, la famille écologiste, je change l'école. Ouais. L'école répond à un modèle productiviste, elle répond à un modèle de gens qui doivent pas réfléchir, à qui on doit casser la créativité pour juste être bon, pour répéter la même chose tous les jours. Système de cotation, tout. L'école change très lentement. Je change toute l'école. Comment elle fonctionne de A à Z. Je mets plus de temps de sport, ce qu'on apprend, et ce que j'apprends à des ados, c'est quoi? Devoir gérer l'administration, sa propre administration. Donc pas gérer la comptabilité d'une société, pas gérer comment on gère une société, une boîte, ou devrais-je dire comment ça fonctionne l'économie. Non, c'est comment est-ce que tu gères ton économie, comment est-ce que et puis j'essaye aussi un maximum les neurosciences pour apprendre à se gérer psychologiquement, à se comprendre psychologiquement, quels sont les patterns qui s'activent. Mais en fait, j'apprendrai un truc qui nous permettrait d'arrêter de consommer. Et ensuite... Il n'y a que à faire ça. Oui. Mais attention, parce que de nouveau, arrêter de consommer du jour au lendemain, c'est un chômage qui explose. Et un chômage qui explose, on n'a pas d'alternative et pas de réponse. Et on va voter pour des gens qui portent un moustache comme ça. Et donc c'est aussi dangereux. C'est apprendre à mieux consommer, plus local, pas arrêter de consommer autrement. Mais moi, je changerais l'école complètement de A à Z. Et si je dois te donner des mesures, c'est apprendre à être papa, apprendre à être maman. Ça c'est un truc, mais vraiment, alors je dis pas qu'il y a une façon d'apprendre, mais je demanderais à des parents de venir et un partage d'expérience, c'est important. Enlever toutes les peurs possibles, imaginables. Beaucoup de jeunes qui arrivent sur le milieu du travail ont des peurs, sont stressés par plein de choses. Et c'est déjà démanteler un petit peu toutes ces peurs, de la pleine conscience. Je pense que c'est ça que je ferais de base, quoi. Et plus une école qui fonctionnerait avec une évaluation qui se passe entre élèves. Pas une évaluation du professeur qui évalue les élèves. Non, ce serait intéressant que les élèves apprennent entre eux un sujet et qu'ils s'évaluent entre eux. Parce que quand c'est tes potes et ensemble on s'évalue tous, t'es pas frustré par ta mauvaise note. Parce que c'est la majorité des gens qui auront tous fait sur base de règles et tu te diras pas « Ah ouais, c'est le prof, il m'aime pas ». Tu diras pas « Ouais, mais tous mes potes, ils m'aiment pas ». Parce qu'en fait, on serait surtout, à mon avis, dans l'empathie. Parce qu'on veut pas avoir des mauvais points, on veut pas que l'autre ait des mauvais points. Donc on va plus être dans une sorte de « Ouais, mais attends, viens, on va vraiment t'apprendre avec des plans de secours, tu vois. T'as pas des bons points, bon ok, c'est pas grave. On te prend aussi de donner de feedback à tes autres. Oui, c'est ça. On te donnera pas de points, en fait, tout court. Si tes points sont mauvais, on te les donnera pas. T'as l'opportunité d'avoir de la remédiation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est du rattrapage jusqu'à ce que tu sois dans la norme. Et même le système de cotation, je suis pas fan de ça. Et je pense que déjà commencer par là va empêcher, avec tout l'enseignement autour des limites planétaires, enseigner le déterminisme. Qu'est-ce qui a fait que tu vois, par exemple, aujourd'hui on apprend l'histoire comment? On apprend, les Allemands ont marché vers Stalingrad, les Russes ont fait barrage et ils ont battu les Allemands et il y a eu une contre-attaque. Non, ils n'ont pas dit que l'hiver a été plus rigoureux que d'habitude, qu'il y a eu des conditions environnementales. Et ça permet de comprendre à ce moment-là, de remettre à jour, au lieu de voir les choses à travers l'humain surpuissant dans les livres d'histoire, de dire, mais regardez, attendez, là il y a eu un courant océanique dû à un événement climatique intense, plus étonnant que d'habitude, qui a fait chuter potentiellement l'ancien empire d'Égypte, qui a eu un impact sur telle population. Voilà ce qui se passe dans tel endroit lorsque l'ego prend le dessus sur... En fait, expliquer les choses à travers l'environnement et les neurosciences. Et moi, c'est ce que je ferais dans l'école, parce que ça permettrait de nouveau de remettre l'humain, Homo sapiens, dans sa position de « je suis dépendant de mon environnement ». Et naturellement de le protéger. Et si on arrive à développer un enseignement de protection culturelle, spirituelle ou tout ce que tu veux, et même d'écologie intérieure dans l'enseignement, et ben naturellement tu fais shifter des gens qui vont voter en politique, qui vont habiter avec la considération que tout ce qu'ils vont faire, c'est avec la présence de Gaïa, de la nature, de tout ce que tu veux. Et ça, je ferais de base. Ça, ce serait mon premier truc où je miserais tout, quoi. C'est fait en 30 jours environ, ou 40 jours. Donc, c'est un gros travail. Mais avant, tu disais ministre de mobilité. Si tu... Là, ça faisait quoi? Ah, moi, les gens, ils vont être fâchés avec moi.
Les gens vont être... J'ai un peu l'expérience, mais... C'est vrai, après, non, c'est rien comparé à ce que... Moi, si moi je fais Miss Mobilité... Après, ils se réapproprient et sont quand même contents. La piétonnée, personne ne veut retourner, alors oui, ils sont... Voilà, mais comment fâcher les gens? Peut-être il faut l'expliquer, comme ça les gens vont penser que moi, c'est pas si radical qu'on pense. Ok, eh ben, toute personne habitant sur Bruxelles ne roule plus en voiture. Ok. Sauf personne atteinte de handicap, parents, famille monoparentale, femme seule avec ses enfants, pareil, même concept. Dans un cadre de justice sociale, le CEO n'aura plus de caisse. Ok. Et t'auras beau douiller, payer, nanana, c'est fini, mec. Tu n'auras plus de caisse. T'habites où? T'habites à XL, ton taf c'est où? Ah, ton taf c'est Gare Centrale. Interdit de voiture. Et toi, tu vas râler, hein, je sais, tu vas voter à fond, nanana, tu vas râler et je m'en fous. Alors, ouais, je menace, je vais sortir ma boîte. Eh ben, sors ta boîte. Tu la sortiras pas, je vais te contraindre. Et à un moment donné, et en fait, pourquoi? Parce que la majorité de la population à qui tu laisses le véhicule à des gens qui en ont fondamentalement vraiment besoin, à mon sens. Et honnêtement, je crois que j'investirais à fond, hein, pour ma part, et de nouveau, je suis pas dans ton cas, donc je sais pas comment ça se passe. Mais je ferai tout pour un changement culturel. Et changement culturel, ça passe par quand les gens se sentent mal de ne plus faire partie du groupe. Et donc, j'essaierai absolument, et par tous les moyens, via la psychologie, tout ce que je peux faire, pour que les gens prennent un vélo. J'en donnerai même à ceux qui sont à pied. Parce que si je parviens à faire en sorte qu'un groupe qui est minoritaire donne l'illusion de devenir majoritaire, tous les autres vont se sentir mal. J'investirai dans la publicité, je ferai du sponsoring sur TikTok, j'appellerai tous les influenceurs, les artistes. Je leur dis, vous allez faire votre tournée d'artistes, vous allez avancer de Belgique, faire votre truc en vélo. Je vais vous filmer quand vous allez en vélo. Ah tiens, maintenant vous allez faire le festival, je sais pas moi, un festival à Bruxelles, le BX Tour, le Couleur Café. Eh ben je demande à tous les artistes. Et limite, je dis, c'est quoi votre ride? Vous êtes payé combien pour aller faire votre scène? Super, je vous rajoute 10% si vous y allez en vélo et que vous filmez sur les réseaux sociaux. Et je monte des équipes de com pour filmer tout ce qui se passe en vélo, etc., etc. Pourquoi? Parce que en prenant les rôles modèles des gens connus et en payant la même chose que ce que leur paye un Samsung ou une Mercedes pour un sponsoring, ils vont le faire et naturellement, en fait, ils vont faire sentir à tous ceux qui sont encore dans leur grosse bagnole, ah, je me sens mal. Ah, je me sens plus partie du groupe là. On est des animaux sociaux, c'est par là que ça passe. Je ferai un shift, mais total. Alors ça va râler, mais je sais que ça va râler qu'un temps et après ils vont tous être en mode « Oh, c'est trop bien !» En fait, c'est rendre le vélo cool. C'est rendre la marche cool. Et c'est pas avec des petits sponsorings par-ci par-là, non, c'est avec des gros plans, c'est avec des gros trucs. J'investirai dans des gros machins. Tu sais ce que je ferais? Je crois que j'investirais dans des... Ça, c'est une caisse cachée. J'investirais chez tous des militants écologistes qui vont bloquer des rues. Ça va râler, hein. Ils vont bloquer des rues, ils vont faire un festival, ils vont faire des block parties, tu vois. On sort les baffes, les enceintes, des trucs de quartier, musique à fond, etc., etc. Et moi, je ferais trop une com où je filmerais tous les mecs en bagnole comme ça en train de râler et les autres en train de s'amuser. Et en même temps, de quel groupe vous voulez faire partie, les gars? Et même s'il y a des gens de l'autre côté qui sont en train de râler, filmer une ou deux personnes qu'on va sortir de leur caisse et même si, honnêtement, même si ça devient de la propagande et qu'on a des comédiens qui jouent le jeu, je m'en fous. Désolé, mais là, je vais y aller cash, hein. On les fait sortir de leur bagnole et même si c'est des comédiens, je les amène. De nouveau, c'est très tendancieux ce que je dis. On les amène dans la soirée qui se passe, qui bloque tout pour dire hey, regardez, ils font partie de notre équipe. Et à ce moment-là, tous ceux qui vont voir ça sur les réseaux au quotidien, bouche à oreille, naturellement ils vont se dire ah. La tendance, elle est là-dedans. Eh ben, je vais aller vers la tendance. C'est tout. On suit tous la tendance. Voilà ce que je ferais. Mais c'est un peu rock'n'roll, hein. C'est un peu rock'n'roll et c'est peut-être le contraire de ce qui se passe actuellement où il y a pas mal de la population bruxelloise qui disent de se sentir exclus et dans le sentiment, et c'est quelque chose qui me touche, j'avoue, que les gens disent ah oui tu es contre nous, surtout avec tout ce qu'on a vécu avec Uriem, avec le plan Good Move, etc. C'est un reproche qui est unique. Ouais, mais c'est le contraire. Je vais dire un truc. Je veux bien les citoyens, faut les lécher, etc. Excuse-moi ce terme. Faut leur frotter la manche, mais les citoyens à un moment donné, il ferait mieux de s'informer 2 minutes sur ce qui est en train de se passer. Je veux bien, on râle, nous les citoyens on envoie la faute sur les politiques. Les politiques, ouais, mais les entreprises, ouais, mais les citoyens. Non, à un moment donné, on doit tous fermer notre gueule, quoi. T'as ton taf à faire, les entreprises ont leur taf à faire, et nous les citoyens, on a notre taf à faire. Posons-nous des questions, si on veut réduire la voiture. Ah ouais, mais je suis tributaire de ma voiture. Ok, bah change.
change. C'est juste en fait, on est des flemmards, on a peur de changer, on a nos habitudes, et je sais de quoi je parle. Je faisais partie de cela. Et je sais que ça peut râler, que ça peut toucher des mécanismes psychologiques, ce que je suis en train de dire, et qu'il y a des gens qui vont être dans le déni, et que ce que je veux dire paraît très radical, et qui vont dire, ouais, mais lui, il ne vit pas mon quotidien. Je sais quoi d'avoir 2 enfants? Je sais quoi de devoir les déposer à gauche, à droite? À un moment donné, j'ai dit stop. Et on a pris des risques. On a décidé de changer. Et c'est pas comme je suis métissé, hein, j'ai des origines. C'est pas comme si toute ma famille ils avaient un patrimoine. Il n'y a pas de patrimoine dans ma famille, hein, donc c'est une grosse prise de risque encore. Eh ben on le fait et on se sent bien. Et je crois qu'à un moment donné, faut sortir de ton quotidien, faut sortir de la matrice, faut sortir du piège. Donc oui, ok, les politiques, et je sais que c'est dur pour vous, que vous allez voir des gens qui sont là, ouais, mais vous êtes contre nous, vous faites pas... remets-toi en question, t'es sur cette terre, c'est quoi le sens de ta raison d'être sur terre? Est-ce que le sens de ta raison d'être sur terre, c'est d'être dans les embouteillages pendant... J'avais fait le calcul pour ma mère. Ma mère travaillait à Tubize, elle quittait Anderlecht pour aller à Tubize tous les jours, embouteillage aller, embouteillage retour. J'ai fait son calcul, t'étais combien de temps dans les embouteillagements? Facilement... 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je dis ok, super. J'ai pris ma calculatrice, je dis ok, ben ça veut dire que par semaine, eh ben déjà, x 5, tu es à 10 heures. C'est-à-dire que tous les mois, tu es à 40 heures. On est quasiment à 2 jours. Multiplié par 12, 24 jours. Donc, tu as passé pendant 1 an, 24 jours dans les trucs. Allons-y gaiement, tu as travaillé 40 ans. On va arrondir à 1 mois. Ça fait comme 1 mois et on peut réduire après s'il faut. 1 mois, pendant 40 ans, 1 mois x 12, que je ne me trompe pas. Donc là, il faut multiplier 1, il y a 1 mois dans le 12. Comment on fait les mathématiques? Non, mais c'est intéressant de le faire parce que ça va choquer beaucoup de gens. Donc ça veut dire 40, ouais, ça fait 1 mois dans ton année que tu es en embouteillage, fois 40, ça fait 40 mois. 40 mois, c'est plus ou moins 4 ans. Allez, on va être gentil, on va réduire la tranche. Tu as passé sur 40 ans, 3 ans de ta vie dans une voiture bloquée. À un moment donné, il faut s'extirper et il faut sortir de ça, quoi. Parce que si tu avais shifté ça pour du vélo, tu as 40 ans de ta vie et tu as passé 3 ans de ta vie à faire du vélo sur les 40 ans, ta santé, là, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital Erasme ou d'aller dans plein d'hôpitaux, de prendre des médicaments, parce que tu auras épargné énormément d'argent. De toute façon, aujourd'hui, les calculs ont été clairs, hein. C'est prouvé, c'est démontré que ça coûte moins cher d'avoir une alimentation plus chère mais durable, ça coûte moins cher d'avoir une activité sportive que si tu ne faisais pas ça et le prix que tu vas payer plus tard sur ta santé. Ouais. Et quand je dis le prix que tu vas payer plus tard sur ta santé, c'est le prix qu'on va tous payer sur notre santé, hein, puisque si les coûts de la santé montent, c'est moi qui dois payer plus, etc., etc. Et donc au final, c'est bien beau à chaque fois de... Vous les politiciens, vous êtes en mode, vous devez essayer de ne pas vous faire trop détester, mais c'est inévitable, il y aura toujours des gens qui ne voudront pas, il y a toujours des râleurs, il y a toujours des gens, non, je veux pas, à un moment donné, de ta gueule, et si on le fait, c'est pour des raisons, quoi. Excuse-moi Eden, j'ai utilisé un gros mot, non, pardon. J'en prends acte, faites-moi détester, ça c'est... Parfois je peux être très cash, mais c'est intéressant parce que c'est vrai, un politicien est toujours bon, il faut trouver des adhésions, il faut convaincre, il faut chercher le soutien, il faut la participation, ça fait partie du discours politique. On est des assistés. Mais en fait, tu dis... Le citoyen en Europe est un assisté et de nouveau, je sais que ça paraît très... Ça va beaucoup à l'encontre. J'étais un gars assisté. Je me suis pas posé de questions parce qu'il n'y avait pas de quoi me poser des questions. Je mangeais à ma faim. J'avais tout ce que j'avais besoin. J'étais dans une abondance. Et j'avais tellement mon ego qui était tellement rempli, gonflé par tellement de trucs. Et je peux avoir mon burger personnalisé. J'étais tellement, mais tu sais, je me croyais tellement au-dessus de tout. Comme aujourd'hui, l'humanité se croit, en tout cas dans les pays riches, se croit au-dessus de tout. Qu'au final, on se dit, ouais, mais le politicien, il a qu'à faire son taf. Et je le paye, il est bien payé parce que, non. C'est toi en tant que citoyen, déjà vote bien, déjà va voter. Et quand tu vas voter, vote pas blanc parce que tu sais pas quoi, je sais pas quoi. Et le problème de cette abondance, le problème de cette facilité qu'on a, fait qu'on a perdu le sens des réalités. Donc à un moment donné, les citoyens, c'est bien beau de râler, good move, bad move. Ok, il y a des choses, pas de problème, il y a des choses à remettre en place. Mais si ça te convient pas, c'est que le monde change. Et le monde change pas parce que on n'est pas en train de te foutre dans des camps, hein. On n'est pas... Non, un camp, c'est pas un gros mot, Eden. On n'est pas en train de te mettre dans... On n'est pas en train de te mettre dans un camp. On n'est pas en train de te dire, toi, t'es noir, tu vas aller faire ça. Toi, t'es arabe, tu vas faire ça. Toi, t'es blond, tu vas faire ça. On n'est pas dans ce monde-là. Et je dis, et les amis,
profiter d'un changement de projet de société où il y a des propositions politiques pour le faire, parce que ça va permettre d'anticiper qu'à un moment donné, on se retrouve tous du jour au lendemain à se dire « Les gars, on n'avait pas anticipé, on n'a plus l'argent pour mettre de l'essence dans notre voiture, les gars, on n'a pas anticipé, nos agriculteurs sont complètement en fait tributaires de l'étranger, en fait on a rien anticipé parce qu'on était dans notre confort, on s'est pas posé de questions, etc. » Et là maintenant, en fait, on est tellement dans le stress qu'il ne reste plus qu'une solution, c'est voter pour le mec qui dit que c'est la faute aux Arabes et aux Noirs. Merde. Non, ne votez pas pour lui, s'il te plaît. Non, mais le problème, de nouveau, c'est ça le truc aujourd'hui, c'est que les citoyens se réveillent au moment où, boum, leur usine ferme. Oui, c'est qu'au moment que ça touche personnellement. Ça, c'est le changement climatique, elle est là dans le... Oui. Voilà, tu sais, En fait, le truc, c'est qu'on est tous, on va tous, y compris moi, je vais être impacté par ça. C'est inévitable. Là, c'est déjà en cours. La Wallonie, avec les inondations, ils étaient déjà impactés. Mais c'est gentil, mais il y a limitation des ressources, il y a l'inflation qui est inexorablement en train d'augmenter et va continuer à augmenter. En fait, c'est toutes les choses qui sont inscrites dans nos limites physiques. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et en fait, ouais, tu vois, depuis des années, Sabena qui ferme. Oh, les pauvres, oh, les pauvres. Et puis tu vois Renault qui ferme. Oh, les pauvres, oh, les pauvres. Et puis toi, tu bosses chez Caterpillar. Salut Caterpillar, vous avez fermé. Oh, bah ouais, les gars, vous croyez que quoi, à un moment donné? Vous pensez que quoi? Et c'est toujours quand ça t'impacte que là, tu te réveilles. Bah non, en fait, maintenant, il est temps de faire équipe tous ensemble. Il est temps de converger tous ensemble. Moi, je suis pas un agriculteur. Les agriculteurs étaient à Bruxelles, j'étais avec. Et je suis contre l'agriculture conventionnelle. Mais il y avait l'agriculture durable qui était là et on y va. Et il faut qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont dans le secteur tertiaire ou je sais pas, moi, quand les pompiers veulent manifester, les pompiers allaient manifester avec les agriculteurs. En fait, il serait temps qu'on fasse rond commun. Et la seule façon, c'est qu'on comprenne ce qui est en train de se passer d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue limite physique. Et c'est pour ça, moi, les citoyens, je dis, les gars, vous êtes des égoïstes, égocentrés. Vous avez vécu l'abondance pendant, je me répète beaucoup, mais vous avez vécu une abondance pendant super longtemps. Vous avez aussi, malgré vous, évolué dans un système néolibéral qui vous a individualisé à quelque chose qui n'a jamais et qui n'existera plus jamais dans notre morale humaine, dans notre conscience humaine. Ça n'existera plus jamais parce qu'on a réussi à avoir la puissance et l'énergie fossile nécessaire pour arriver à ça. Aujourd'hui, ça recule. On sera obligé de refaire équipe. On sera obligé de réêtre tous ensemble. Et le problème, c'est qu'on a tellement été dans l'individualisme à l'état pur. C'est vraiment le moment où toi, tu perds tes droits, tu perds tes privilèges, que là, tu décides de bouger. Mais la réalité, c'est qu'on est dans une pyramide. Et ceux qui sont tout au-dessus de cette pyramide et à l'échelle mondiale, j'en fais partie, je fais partie des 10% les plus riches, et c'est seulement quand nous, on va vraiment perdre des choses graves qu'on va décider de changer le système. Mais entre-temps, il y aura eu des dégâts. Et entre-temps, tous ces dégâts en dessous, je donne pas cher qu'ils arrivent tous dans la rue pour faire un 1789 ou je sais plus quand a eu la Révolution française, etc. Et donc, je demande d'anticiper, je demande aux citoyens de s'informer. Je demande de prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce qu'ils galèrent avec leur fin de mois. Ils galèrent pas avec leur fin de mois parce que méritocratie, ils ont mal travaillé. Ils galèrent pas avec leur fin de mois parce que de toute façon, c'est comme ça, la vie, nanana. Ils galèrent pas avec leur fin du mois parce que simplement, il y a juste des gens qui veulent s'enrichir. C'est plus complexe que ça. C'est parce qu'on est dans un système qui arrive à la fin de son fonctionnement et qu'il faut le comprendre. Et plutôt que le subir, parce que j'arrête pas de le dire, il y a des gens qui disent « Ouais, mais les bobos, les CSP+, ceux qui ont étudié, ils ont le temps de s'occuper de ces questions-là, de la question de la fin du monde, c'est vrai. » C'est un privilège de pouvoir lire et étudier. C'est le privilège de pouvoir lire et étudier, d'avoir conscience de ça. Et de l'autre côté, des gens sont prisonniers et piégés de leur fin du monde. Et en fait, c'est la même chose. Et c'est ça que je vais dire aux gens de la fin du mois. Et moi, je dis aux gens, les gars, vous avez la pression de la thune. C'est parce qu'il y a un système qui est pas bien et un système qui est malade. Et par exemple, on me dit, ouais, mais Vince, qu'est-ce que tu veux faire contre les pauvres? Je vais faire contre les pauvres. Mais s'il y a des pauvres qui existent, c'est parce qu'on a une disparité financière. C'est tout. Ah ouais, ça veut dire que tu veux le même salaire pour tout le monde, ouais, communisme, maoïsme. Je fais non, je dis juste que à partir du moment où, quoi qu'il arrive, tu distribues le salaire de manière inégale, avec comme schéma que ce salaire tu dois le dépenser dans des biens matériels, notre vision de la pauvreté chez nous en Belgique, c'est tu ne peux pas acheter autant que l'autre, tu ne peux pas avoir autant de biens matériels que l'autre, tu ne peux pas acheter la nourriture de la même façon que l'autre. C'est parce que simplement, il y en a qui sont à 15 000 € par mois et il y en a qui ne sont pas à ce truc-là. Alors que au-delà de 4 000, dans les pays de l'OCDE, c'est démontré, tu n'es pas plus heureux. Au contraire, ton bonheur descend et surtout, ton espérance de vie reste au même endroit. Donc en fait, ceux qui montent à 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 € par mois, c'est du gaspillage. C'est de la gabegie totale. C'est quelque chose qui littéralement
est là juste pour gonfler quelque chose qui est leur ego, qui est leur mégalomanie, pour peut-être tenter d'essayer de retrouver une forme de bonheur qu'ils avaient eu avant. Et ça ne sert à rien. Et c'est ça, en fait, ce truc que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, tu vois. Tu parles du changement climatique, le changement systématique et les racines, le radicalisme. Toi, tu as fait des changements dans ta vie personnelle, privée. Tu as dit, je suis plus heureuse. C'est quelque chose que j'aime bien entendre. Mais ta famille proche, elle a réagi comment? Et je ne parle pas de tes enfants, mais pas de l'unité familiale, mais la famille, les parents, les frères, les sœurs. Ils t'ont suivi? Ma mère, ah bravo Vincent, c'est bien, je suis content. Bon, ma mère, j'ai rien à lui dire. Mon père est décédé, donc elle est seule chez elle dans un endroit qu'elle chauffe quasiment pas. Enfin, naturellement, en fait, tu sais, plus tu vieillis, plus ton mètre carré diminue, et donc ton bilan carbone diminue aussi d'une certaine façon. Tu prends plus la voiture après un certain âge parce que tu as peur. Donc il se passe plein de choses. Hein, souvent, mais ton argent, c'est toujours chez BNP Paribas ou chez Belfus, il faut le dire. Ou, moins, mais toujours. Oh, oui. C'est vrai, mais tu as totalement raison. On finance pas les armes, nous, ça c'est l'avantage, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, ton bilan carbone est quand même élevé. Et ma mère, bon, elle avait pas grand chose à changer, elle mange pas beaucoup, tu vois, elle est plus dans je dois préparer à manger pour tout le monde et tout. Mais elle me disait, c'est bien, elle est contente. Ah ouais. Parce que c'est quelque chose qu'elle a jamais creusé. Elle a vécu les 30 glorieuses, ma mère. Hein. Ma mère, elle a 75 ans, hein, donc elle m'a eu tard. Oui, elle m'a eu tardivement. C'est jeune. Et par contre, dans mon entourage, mes potes et tout, alors là, ça a été très particulier. Dans ma famille, ma belle famille, par exemple, tout le monde s'est dit si Vince le fait, c'est pas pour rien. Si Vincent le fait, c'est pas pour rien. Ça donne crédibilité, oui. Oui, si on dit dans ma famille, si on dit c'est bien, on est quand même content, et puis on te connaît quand même, ça veut dire que c'est pas pour rien. Mais dans mes potes, là, ils ont eu peur. Parce qu'ils se sont dit, alors si un mec comme toi, qui a toujours prôné le néolibéralisme, le libre marché, qui a voyagé jusqu'au Japon, qui a été jusqu'à New York, qui a montré un mode de vie et qui est à la radio tous les soirs, malgré le côté un peu social, parce que voilà, on est qui on est, il y avait quand même ce côté possession matérielle, méritocratie. Si toi, t'es passé de l'autre côté et que t'es en train de dire que c'est la merde, ça veut dire que ça pue. Mais ça a créé quoi? Ça a créé surtout, en fait, un premier mécanisme, c'est le déni. C'est-à-dire qu'ils m'ont tous dit, si toi, t'as été là-dedans, c'est que vraiment, en fait, on va être mangé et on ne sait pas à quelle façon on va être mangé, mais que ça va être très chaud. Bon, j'aurais dit, oui, les gars, ça va être très chaud. Ils dit, ouais, et en fait, la hauteur et le degré de problème que ça représente à leurs yeux, ça les dépasse. Et qu'est-ce qui se passe quand le sujet te dépasse? Netflix, Disney+, tu prends l'avion, tu vas au resto, tu vas encore plus dans la consommation parce que tu fais le singe, quoi, tu veux pas. C'est un mécanisme normal de déni, de défense. Et j'en veux à personne parce que je suis passé par là. Moi, quand toutes les fois où l'écologie a tenté de m'atteindre, c'était bon. Mais il y a quand même des potes qui ont dépassé le phase de déni. Oui. Il y en a qui se sont dit, qui ont commencé qui ont regardé surtout ce que je faisais comme média et tout, et qui se sont dit, ok, en fait, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Et tu sais à quel moment ils trouvent que c'est cool? Ils trouvent que c'est cool au moment où ils comprennent que... Surtout, moi je crois que quand j'ai des dîners avec des potes et qu'on va boire des verres, moi je leur dis, les gars, on a une chance incroyable. Dans l'histoire de l'humanité, on est à la fin de l'Anthropocène, littéralement. On est une espèce qui a eu un impact géologique sur le monde comme jamais aucune autre espèce n'a pu le faire et comme peut-être jamais autre espèce ne le fera sur Terre. Dans le reste de l'histoire de la Terre, on ne sait pas. Et je lui dis, à cause de ça, on a des symptômes effroyables, changement climatique, effondrement de biodiversité, dû à cette toute puissance qu'on a réussi à maîtriser pour assouvir en fait les besoins d'un cerveau archaïque. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on est simplement en train d'assouvir des besoins d'un cerveau qui est vieux de 300 000 ans. Et je dis, de là, on peut sortir avec une grosse sagesse et vraiment amener l'humanité à un niveau d'éveil, de conscience d'elle-même au pluriel, mais inédit, ou alors bien se péter la gueule. Mais surtout, nous, on est la génération qui allons sortir de cette... former là. Oui, mais surtout, on va sortir d'un truc qui était ultra chiant, c'est le métro boulot dodo, quoi.
Je disais avant, sortez de l'école, vous aviez un taf, toute votre vie, vous étiez là, et à vos 70 ans, vous étiez là sur votre lit de mort à vous dire « Oh, bah ma vie, ça a été de travailler, et au final, bon, bah j'ai pris le métro, j'étais dans la voiture. » Je dis, nous, on est la génération qui allons statistiquement faire plein de métiers différents. On va avoir un retour à la terre, et surtout là, politiquement, on est à une phase. Je dis oui, il y a eu 1789, oui, il y a eu des révolutions, oui, on a eu des créations de pays, on a eu des membres. Mais je fais, mais là, les gars, il s'agit d'un système mondial. C'est la première fois qu'on est dans un système mondialisé. La révolution de la nature. Exactement, et qu'on va tous ensemble combattre, mais pas pour l'abattre, pour le transformer vers quelque chose qui va nous permettre d'être dans une vraie durabilité. Rendre mieux. Ouais. Et là, je leur dis, mais c'est excitant. Et quand je leur explique les tenants, les aboutissants, et que nous, on est charnière là-dedans, et ben là, en fait, c'est comme si c'était le grand soir, en fait. Il se passe un truc, c'est en mode ah ouais, en fait, on est les héros de. Je fais, les gars, on est des héros là. C'est le moment. Et donc, je crois que quand ils en retrouvent une forme de satisfaction qui les dépasse et que ça aide le bien commun, là, je crois que là, ils se retrouvent. Hein. Là, les gens se retrouvent. Mais il faut pouvoir instiller ça. Il faut pouvoir faire comprendre qu'il s'agit d'un enjeu de vie ou de mort à court terme. Vraiment, et quand je suis sérieux, quand je dis à court terme, quoi. Je veux dire, 2050, si on atteint les 3,5 degrés, honnêtement... Ça ne sera pas gai à vivre, non. Ce sera vraiment pas gai à vivre. Ouais. Mais tu fais partie de ceux qui se battent aussi contre ça, donc voilà. Mais on me fait signal que c'est peut-être... voilà, on peut parler encore des heures sur ça, mais maintenant qu'on a un point si positif, je veux arrêter là parce que j'aime l'idée qu'on est tous des héros d'un changement. On a une opportunité... Le changement climatique, il est là. Si on veut ou pas, on peut s'opposer, mais elle est là. Alors, au moins en profiter pour utiliser ce changement qui est là, de le gérer, de le contourner vers quelque chose qui est juste, qui est durable, social. Et si on fait ça, on est reparti pour quelque chose. Il y a plein de gens qui croient, qui mentent en disant « Ouais, mais c'est retour au Moyen-Âge, parce qu'il y aura de la décroissance, et blablabla. » Et moi, je dis « Écoutez, les gars, si je sais que notre stock de carbone et de matière, il est là, et que je sais que notre stock, il est en train de se réduire, et que de toute façon, changement climatique ou pas, on est dans une forme de décroissance, justice sociale, on pense à tout le monde, on s'embarque tout le monde, et on fait des projets de société. Et des projets de société existent. Ils sont innombrables. Il y a même des récits de science-fiction autour de ça. Et c'est ça qu'en fait, il faut essayer de mettre en avant, parce qu'il ne s'agit pas de retour en arrière avec le changement climatique. Au contraire, laisser le changement climatique faire son travail va nous mettre vachement en arrière, si tu vois ce que je veux dire. Mais rien faire sera plus impactant qu'agir. Moi, je crois que ma dernière phrase, c'est que dans l'histoire, et j'ai plein de livres comme ça ici qui le racontent très bien, dans l'histoire, les grosses régressions en matière technologique ont été dues à des événements climatiques. Point barre. Donc, on gère bien nos ressources, on gère bien l'humain là-dedans, on fait le donut economy, et voilà, on essaie de faire en sorte de se satisfaire du nécessaire façon le livre de la jungle. Et à ce moment-là, on retrouve du bonheur et c'est en cours, Ça existe, c'est là. Et c'est là, vous êtes heureux, vous êtes même plus heureux qu'avant. Ouais. Alors, il mérite d'être heureux dans le monde de demain, si on veut plus heureux encore, plus heureux, mais comme d'hab, c'est toujours, t'as peur de sauter au début. Mais j'ai vu votre fils et je comprends aussi que cet amour aide aussi à être heureux. Ah ouais, clairement. Mais c'est pour les enfants qu'on le fait. C'est pour eux, c'est pour leurs enfants, c'est pour qu'ils puissent, se dire, ah bah tu sais quoi, je peux vivre une bonne vie. Et puis, très honnêtement, il n'y a rien de mieux que être à proximité du vivant, quoi. Ouais, c'est ça. On l'a été pendant toute notre histoire. Ouais. Donc c'est pas puisque là, depuis ces 150 dernières années, on s'en est exclu, que ça veut dire qu'on l'a oublié. Non, on a besoin de retourner à ça. C'est ce qui nous fait vivre. Ouais. C'est une bonne manière de clôturer cette émission. Tout grand merci. Merci Elle. J'ai l'impression qu'on peut encore continuer des heures. Ah ouais. Merci pour les idées riches, rafraîchantes, combattantes et radicales. Et j'aime la radicalité. Merci. On est au top. Porte-toi bien.